Je ne t'apprends rien, l'Ethereum est au plus bas. Que ce soit contre le dollar ou contre le Bitcoin, sa valeur ne cesse de chuter. Et pire, sa chute s'est accélérée ces derniers mois. Alors qu'une nouvelle importante aurait pu enfin déclencher le début d'un cycle haussier sur Ethereum, cette décision primordiale pour le token ETH a encore été repoussée. Je t'explique tout dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le mardi 15 avril 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Et j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite avec une vue d'ensemble du marché qui est plutôt mitigée aujourd'hui, même si j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu plus de rouge. Et en réalité, vous allez voir dans le reste de la vidéo, hier, on n'a vraiment pas beaucoup bougé. D'ailleurs, sur l'indice de la peur et de la cupidité, on est passé de 29 hier à 31 aujourd'hui. Pas beaucoup d'amélioration, on se dirige tout doucement vers la neutralité. Tant que Trump la ferme, la confiance remonte. Alors pour faire suite à la news d'hier concernant le projet Mantra, avec son token OM qui avait perdu entre dimanche et lundi 95% de sa valeur, on a toujours l'équipe de Mantra qui nie y avoir été pour quelque chose dans ce gros crash. Et pourtant, quand on regarde les data on-chain, on voit qu'il y a 227 millions de dollars en OM qui ont été rapatriés sur les exchanges juste avant la chute. Soit c'était une grosse baleine qui détenait beaucoup d'OM, soit effectivement c'était quelqu'un de l'équipe de OM, de Mantra, qui a rapatrié ces fonds-là pour pouvoir justement les vendre. Alors comme je vous le disais hier, le PDG du projet nous disait que c'était une cascade de liquidation qui était intervenue puisque ces opérations étaient effectuées sur un exchange à un moment où il y avait très peu de liquidité, c'est-à-dire un dimanche soir. Donc le fait de vendre en masse, ça a provoqué une cascade de liquidation. Bon, il y a probablement un petit peu de vrai, mais ces tokens OM qui ont été vendus, ils viennent pas de nulle part. Surtout que le PDG n'a pas cité l'exchange concerné. Mais sur les data on-chain, on voit que ce sont des adresses qui appartiennent à Binance et à OKX. En tout cas, depuis hier, il n'y a pas eu de rebond. Vous voyez la chute spectaculaire. On a chuté de quasiment 95%, 94,61%. Et depuis, vous voyez, on est remonté vraiment de 3 fois rien, quoi. Alors j'imagine que si on zoome et qu'effectivement on prend le bottom jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez faire quand même un beau petit multiple. Faites voir ça. Hop, de là à ici. Ah ouais, on a quand même pris 65%. 65% de pas grand chose. Alors sur la chute totale, c'est rien du tout. Mais par rapport à la valeur du token, on est passé hier de 0,37 à 0,61 aujourd'hui. Donc ouais, effectivement, c'était un beau petit pari de racheter le bottom. En une journée, on aurait pris 66%. Pas mal. Alors la news suivante, on a Bo Hines, vous savez, le tsar de la crypto et de l'intelligence artificielle, donc le directeur des actifs digitaux au sein de la Maison Blanche, qui nous dit que les États-Unis pourraient utiliser les fonds gagnés en droits de douane pour acquérir plus de Bitcoin. Bon, il y a une différence entre ce qu'il dit et ce qui va effectivement pouvoir être fait. Moi personnellement, j'y crois pas une seconde. Ça par contre c'est pas mal. La news suivante c'est que Nvidia a annoncé qu'ils allaient construire 500 milliards de dollars en superordinateurs dédiés à l'intelligence artificielle aux États-Unis. Ça a été confirmé dans la foulée par le secrétaire du commerce Howard Lutnick qui a répondu littéralement "This is the plan", c'est le plan. Et oui, parce qu'en fait, Trump, dans toutes ces histoires-là, ce qu'il souhaite également, outre ce dont tout le monde parle actuellement, c'est-à-dire faire baisser les taux, racheter la dette à moindre coût, ce qu'il souhaite également, c'est que les entreprises construisent aux États-Unis et qu'elles soient taxées aux États-Unis. Il peut faire revenir notamment les GAFAM. Vous savez, la plupart des GAFAM sont basés maintenant en Irlande. Ils payent très peu d'impôts. Donc là, avec Nvidia qui projette de construire l'équivalent de 500 milliards de dollars en superordinateurs, c'est une bonne nouvelle pour l'économie américaine puisque c'est une société qui est américaine et qui est taxée aux États-Unis. Et enfin, la news qui concerne Ethereum, on a la SEC, donc la Security Exchange Commission, l'équivalent de l'AMF en France, l'autorité des marchés financiers, qui a repoussé encore sa décision concernant les propositions de staking pour les ETF spot Ethereum de Grayscale. Et oui, la SEC doit s'assurer que le produit proposé respecte les lois financières américaines, notamment en termes de protection des investisseurs. Le staking, qui implique de verrouiller des Ethereum pour sécuriser le réseau et générer des récompenses, soulève des questions complexes, notamment sur la classification de ces récompenses. Est-ce que ce sont des revenus passifs ou des titres financiers? Parce que c'est pas catégorisé pareil. Surtout que la SEC a déjà poursuivi des plateformes comme Kraken et Coinbase, arguant que les services de staking pourraient être considérés comme des contrats d'investissement, donc des titres financiers non enregistrés, des securities et non pas des commodities. Cela complique l'intégration du staking dans un ETF car les investisseurs détiendraient des parts d'un fonds sans contrôle direct sur les tokens stakés, ce qui pose des risques supplémentaires. Alors du coup, ça a été repoussé, mais repoussé à quand? En fait, là, Grayscale avait déposé sa demande le 14 février. La SEC a 45 jours après la publication de la proposition dans le Federal Register pour approuver, désapprouver ou engager une procédure supplémentaire. Si elle a besoin de plus de temps, la SEC peut prolonger ce délai de 45 jours supplémentaires, portant le total à 90 jours. Enfin, si la SEC n'est toujours pas prête, elle peut ouvrir une procédure formelle, ce qui lui donne jusqu'à 240 jours au total
à partir de la date de publication initiale pour prendre une décision finale. Alors évidemment, ça inclut les 90 jours initiaux. Du coup, la demande a été effectuée le 14 février par Grayscale. La proposition a été publiée le 3 mars 2025 dans le Federal Register. Donc le délai initial de 45 jours devait expirer le 17 avril 2025. Donc dans 2 jours, la SEC a prolongé ce délai de 45 jours supplémentaires, fixant une nouvelle échéance au 1er juin 2025. Donc si la SEC choisit d'engager une procédure supplémentaire, elle pourrait repousser sa décision finale jusqu'à 240 jours après le 3 mars 2025, soit environ fin octobre 2025. 3 mars plus 240 jours égale 29 octobre 2025. Donc du coup, pour Ethereum, au mieux 1er juin 2025, au pire fin octobre 2025. Et alors pour ceux qui n'ont pas compris ce que ça implique, ce report en fait ça freine l'adoption institutionnelle d'Ethereum. Le staking dans les ETF aurait pu attirer plus d'investisseurs en offrant un rendement passif. Puisque vous savez, le staking, ça permet en réalité de bloquer ces Ethereum sur la blockchain pour permettre à la blockchain de mieux fonctionner, et en échange, le protocole nous récompense en Ethereum. Et le taux de rendement sur l'Ethereum, il est environ de 3% annuel. Et on est rémunéré en Ethereum, pas en dollars. Ce qui veut dire que si le cours de l'Ethereum augmente, on est gagnant non seulement parce qu'on gagne 3% par an, mais en plus, on gagne sur la valeur intrinsèque du token. Et en fait, pour l'instant, vous savez, en 2024, en janvier 2024, les ETF Bitcoin ont été validés. Il y a eu un gros rallye sur le Bitcoin. Au mois de mai 2024, les ETF Ethereum ont été eux aussi validés, mais le rallye a été très décevant. Pourquoi ? Parce que en réalité, dans la tête des investisseurs, la vraie réserve de valeur, la vraie conviction, elle était portée sur le Bitcoin, puisqu'ils n'ont pas du tout la même narrative. L'Ethereum, il est un peu vu comme un App Store. C'est une chaîne qui permet en fait à d'autres blockchains d'exister. On dit souvent que le Bitcoin, c'est l'or digital, alors que l'Ethereum, c'est le pétrole digital. Du coup, l'arrivée des ETF Ethereum a fait un gros flop. On s'attendait à ce que le prix explose à la hausse, tout comme ça a été le cas sur Bitcoin. Mais en réalité, pas du tout. Les gros fonds d'investissement ont continué d'acheter du Bitcoin. Ils ont racheté de l'Ethereum évidemment, mais très peu comparativement au Bitcoin. Donc la seule chose qui pourrait effectivement le démarquer du Bitcoin et lui apporter un peu plus d'attractivité, c'était justement le staking sur les ETF. Puisque le staking aujourd'hui, il est possible. Si on détient de l'Ethereum, on peut le staker sur la blockchain. Mais pour les gens qui n'y connaissent absolument rien et qui préfèrent passer avec leur broker classique et qui achètent du coup de l'ETF Ethereum, eux ne peuvent pas le faire. Du coup, quitte à bloquer des fonds sur de la crypto-monnaie et donc sur un actif risqué, autant le faire sur l'actif le moins risqué des deux, c'est-à-dire le Bitcoin. Donc aujourd'hui, tous les détenteurs d'Ethereum qui sont dans le bouillon, tout comme moi, on va devoir encore patienter jusqu'au 1er juin, malheureusement. Alors pour conclure sur Ethereum, on a hier une baleine. Donc une baleine, c'est quelqu'un qui détient énormément de fonds, qui a déposé 6 millions de dollars sur Hyperliquid. Hyperliquid, c'est un exchange décentralisé qui permet de trader. Et donc cette baleine a posé 6 millions de dollars et a ouvert une position en levier x5 sur Ethereum à 1624 dollars. Donc cette baleine parie à la hausse sur l'Ethereum. Est-ce qu'il a raison de le faire aujourd'hui ? Bon, pourquoi pas, on est à un bas plutôt historique. Et puis son prix de liquidation, vous voyez, il est à 866 dollars. J'espère qu'on est encore loin. Après, on l'a vu dernièrement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite dans la chute d'Ethereum pour l'instant. Donc, est-ce que c'était le bottom ? Je l'espère en tout cas. Et ces 6 millions de dollars l'espèrent avec moi. Fin news suivante, on a le premier ETF Solana au Canada. C'est également le premier ETF Solana tout court dans le monde qui va être lancé dès demain, le 16 avril 2025. Alors Solana lui aussi a connu une chute spectaculaire depuis son ATH la veille de l'investiture de Donald Trump, où il avait atteint quasiment 300 dollars. Puis il a été divisé par 3, même plus que 3, puisqu'il est descendu sous les 100 dollars. On se trouve actuellement à 135 dollars. Plutôt pas mal. Du coup, est-ce qu'on va connaître un rallye haussier sur le Solana ? Écoutez, tout comme l'Ethereum, je pense que ça va pas changer grand-chose. Pour les gros investisseurs, quitte à aller sur un actif à risque, autant aller sur celui qui est le moins risqué. Donc aujourd'hui, Solana, il est en 3e position. D'abord Bitcoin, ensuite Ethereum et enfin Solana. Est-ce que ça va créer un rallye haussier sur Solana ? J'en doute. Après, le market cap de Solana est plus petit, donc il est plus facile à faire bouger. C'est possible que les premiers achats fassent effectivement monter un petit peu Solana. De manière durable, je ne pense pas, mais à voir. À suivre. Allez, j'ai 3 news plutôt bullish pour Bitcoin maintenant. On a Michael Saylor, le patron de MicroStrategy, donc Strategy aujourd'hui, qui a racheté encore 3459 Bitcoin. Et donc, ils détiennent aujourd'hui 531 644 Bitcoin, pour l'équivalent de 35,9 milliards de dollars. C'est l'entité qui détient le plus de Bitcoin aujourd'hui. Ensuite, le petit graphique qu'on a sous les yeux nous montre que le taux de hachage de Bitcoin atteint un nouveau record historique de 800 exahash par seconde. Alors, exahash, c'est une unité de mesure pour le taux de hachage dans le minage des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Et donc, un exahash, c'est 1 quintillion de calculs par seconde. Et 1 quintillion, c'est un 1 suivi de 18 zéros. Donc 1 milliard de milliards. Là, avec 800 exahash par seconde, ça veut dire que le réseau Bitcoin effectue 800 milliards de calculs par seconde pour sécuriser le réseau. Ça montre que le réseau est ultra sécurisé et que les mineurs croient encore à fond en Bitcoin. Plus de puissance, c'est plus de confiance pour l'avenir.
Et ça, c'est un beau signal haussier qui pourrait tirer tout le marché vers le haut. Et enfin, dernière news qui est également une bonne news, on a la demande apparente de Bitcoin qui montre un tournant positif. Après une longue période en territoire négatif, la demande apparente de Bitcoin sur 30 jours est en hausse. Vous voyez, on était bien bas, bon ça peut arriver encore plus bas, mais on est clairement en train de remonter. En fait, ça veut dire que plus de Bitcoins sont achetés ou retirés des échanges. C'est un signe que les investisseurs redeviennent confiants, puisque si les Bitcoins sont retirés des exchanges, c'est pour être conservé. À l'inverse, si au contraire on voyait de l'afflux sur les exchanges, là ça serait un signal baissier puisque ça voudrait dire qu'il y a des bitcoins qui arrivent pour être vendus. Et là c'est tout l'inverse que nous montre ce graphique, donc c'est plutôt haussier. Et c'était tout pour les news, on passe tout de suite au calendrier économique. Et aujourd'hui, aucun événement majeur prévu. En revanche, demain, n'oubliez pas le discours de Jérôme Powell, le président de la Fed, à 19h15. C'est un discours qui est très attendu puisqu'il va probablement nous en dire plus sur sa vision du marché, mais également sur l'avenir des taux directeurs. Puisqu'un plan de baisse était prévu pour 2025, ça avait été perturbé à cause des tarifs de Donald Trump, mais qu'on espère toujours une baisse des taux soit pour le 7 mai prochain, soit pour le 6 juin prochain. Alors les probabilités indiquent plutôt une baisse sur le 6 juin plutôt que sur le 7 mai, mais on sait jamais. Étant donné que maintenant Donald Trump a dévoilé son jeu, et qu'on a vu qui bluffait, peut-être que Jérôme Powell serait enclin à baisser les taux plus tôt. Et oui, l'inflation est en train de baisser, le chômage se porte bien, il n'y a pas de réelle raison pour encore attendre avant de baisser les taux. Je vous rappelle que nous qui sommes dans la crypto, on a tout intérêt à ce que les taux baissent, puisque si les taux baissent, ça veut dire que l'argent est plus accessible, et si l'argent est plus accessible, il est plus enclin à aller sur les actifs à risque, comme la crypto. Concernant les inflows et les outflows sur les ETF Bitcoin et Ethereum, hier on a 1,5 million de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin et 6 millions de dollars qui sont sortis sur les ETF Ethereum. Bon, pas besoin de vous faire un récap de la semaine puisque nous sommes mardi et qu'il n'y a donc eu qu'une seule journée d'activité. On passe tout de suite à la liquidation heatmap. Cette fois-ci, je vous l'ai mis sur un mois. Hier, je vous l'avais mis sur 6 mois. Mais en fait, quand on zoome sur un mois, ça nous permet en fait de voir les niveaux de liquidité, de liquidation plus précisément, puisqu'en fait, les couleurs sont pondérées à tout ce qu'on voit sur le graphique. C'est-à-dire que si c'est jaune, en fait, c'est jaune puisque c'est là qu'il y a beaucoup plus de liquidation sur cette unité de temps. Sur 6 mois, ça serait pas exactement pareil. On verrait pas que ce serait aussi jaune, puisque comparé à des niveaux comme 110 000 dollars par exemple, on serait plus forcément très jaune. Le jaune serait plutôt en haut. D'autant plus que là, quand on met sur un mois, on ne voit que les ordres qui ont été placés dans le dernier mois. Or, quand nous étions à 110 000 dollars et qu'il y a des personnes qui ont short le marché, eh ben c'était des ordres qui ont été postés en janvier, donc ils sont trop loin pour qu'on les voit. Donc là, dans l'immédiat, quand on regarde sur un mois, on voit tous les ordres et là on voit clairement qu'il y a une sacrée grosse poche de liquidité qui est à récupérer sur les 88 000 dollars. Et là on est juste en dessous. Alors l'autre poche de liquidité, elle est bien plus bas, elle est sur les 67 000 dollars. Là tout porte à penser qu'effectivement on irait d'abord chercher les 88-90 000 dollars avant d'éventuellement respirer à la baisse. Parce que, attention, on n'est pas encore sorti d'affaires. On a vu qu'on a commencé à casser le canal baissier, mais je vous en parle tout de suite en analyse technique. Vous voyez, quand on regarde le Bitcoin en daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. On voit que depuis vendredi, on a cassé le haut du canal baissier et qu'on est en train de s'installer au-dessus. Alors attention, on a clôturé au-dessus, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais il n'est pas exclu qu'on réintègre encore le range. C'est possible. Donc on va pas se réjouir trop vite. Sur la zone des 88 000, 90 000 dollars, on a vu sur la liquidation heatmap qu'il y avait énormément de liquidités à prendre. Quand on regarde l'analyse technique, on voit que cette zone-là a été une zone de support historique et qu'elle est donc maintenant devenue une zone de résistance. On a d'ailleurs été rejeté plusieurs fois à ce niveau. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? À voir. Pour l'instant, la première étape, c'est effectivement de valider cette cassure du canal. La deuxième, ce sera le break de cette zone de résistance sur les 90 000 dollars. Pour l'instant, selon moi, on est encore en tendance baissière. Tant qu'on n'est pas venu prendre ce plus haut-là, c'est-à-dire dépasser les 90 000 dollars, on n'a pas de changement de structure et donc pas de raison de penser qu'on est reparti en tendance haussière. N'oubliez pas, comme je vous l'ai montré, il y a encore pas mal de liquidités qui nous attendent sur les 67 000 dollars. C'est un scénario qui n'est pas à exclure, en tout cas pas pour l'instant. Et alors concernant les opportunités de trading, je passe sur mon graphique trading où j'ai déjà identifié mon previous day low, mon previous day high, qui correspondent respectivement au plus bas d'hier et au plus haut d'hier. Bon, en fait qu'hier on n'a pas beaucoup bougé. On a moins bougé qu'un dimanche, vous imaginez? C'est vraiment pas grand chose. D'ailleurs, quand je vous l'avais montré en 5 minutes, on évoluait entre cette zone de support et cette zone de résistance. Et donc, toute la journée d'hier, on n'est pas venu toucher ces niveaux. Il a fallu attendre la session de New York pour qu'effectivement, on s'approche de la zone de résistance pour finalement être rejeté juste avant. Pareil, on arrive sur la zone de support pour être rejeté juste avant, on part à la hausse. Alors quand on est arrivé dans cette zone-là, j'ai cherché à prendre du coup un short parce qu'on était sur une grosse zone de résistance, donc un pari à la baisse. J'ai zoomé en 1 minute et là vous voyez du coup que je n'ai pas eu une seule chance d'entrée. On est arrivé au-dessus de la zone de résistance et d'un coup, on est descendu. Il n'y a eu aucun retracement. On est vraiment descendu en ligne droite. Donc, impossible de rentrer.
Du coup, quand nous sommes arrivés sur la zone de support, là j'ai cherché une position à la hausse. Qu'est-ce que j'ai vu? Là j'ai vu que l'on faisait des plus hauts de plus en plus bas, mais que là on fait un plus haut qui est plus haut que celui-là et un plus haut qui est encore plus haut que celui-là. Donc je me suis dit il y a un potentiel retournement ici et j'ai été tracer mon petit Fibonacci. Donc du plus bas ici jusqu'au plus haut qui est là, vous voyez il est là. J'ai tracé ici pour qu'on puisse avoir un trait qui va jusque là. Sur la 618, je me suis positionné, j'ai mis une position longue ici sur la 618 avec un stop loss situé sous le précédent bas, je n'ai pas été hyper gourmand et je suis venu récupérer mon profit environ à ce niveau-là. Pourquoi ce niveau-là? Parce que il y avait de la liquidité à prendre juste là. En revanche, ici, il y avait une très forte pression baissière, donc j'imaginais qu'on ne pourrait pas traverser cette zone-là si facilement. En réalité, je me suis même mis ici. Donc là, pour le coup, un risque-reward d'à peu près 3. J'avais mis sur ce trade un risque de 100 $, c'est-à-dire que si le prix descendait et traversait dans la zone bleue par le bas, ça aurait touché mon stop loss et j'aurais perdu 100 $. En revanche, on est revenu directement ici, on a rebondi, hop, et finalement, quelques minutes plus tard, on est venu toucher mon take profit et j'ai empoché 3 fois mon risque, c'est-à-dire 300 $. Alors je vous cache pas qu'hier j'étais assez étonné qu'on aille chercher ni le plus bas de dimanche ni le plus haut de dimanche. On est vraiment resté dans le range. Ça m'étonnerait pas qu'aujourd'hui on aille le chercher. D'ailleurs, on est venu chercher déjà le plus haut d'hier. Vous voyez, on l'a dépassé. Et là, ça m'étonnerait pas du coup qu'on aille chercher le previous week high, le plus haut de la semaine dernière, qui est juste à côté. Là, pour l'instant, je ne prévois pas de setup de short, puisqu'il y a pas mal de liquidités à aller prendre ici. Et si on regarde un petit peu sur la gauche en 1 heure, on voit qu'au-dessus de cette mèche-là, il y a pas mal de liquidités. Il y a en plus un order block ici. Donc, entre les 86 400 $ et 87 200 $, je vais chercher une pattern de retournement et je vais probablement du coup rentrer à la baisse. Pour l'instant, je n'ai aucun setup qui se présente à moi. Je patiente sagement et j'attends que le prix atteigne ma zone pour envisager une prise de position. Alors, on a assez parlé d'Ethereum aujourd'hui, surtout que sur le cours de l'Ethereum, il ne se passe pas grand-chose, donc on va pas épiloguer là-dessus encore plus. En revanche, je vous rappelle que pour ceux qui ont du mal à me comprendre, notamment les termes un peu compliqués que j'utilise, à la demande générale, j'avais créé un petit lexique de l'apprenti crypto trader que vous pouvez télécharger gratuitement. Le lien est en commentaire épinglé. Vous arriverez directement sur cette page. Il vous suffit de rentrer votre email, de cliquer sur s'inscrire et vous recevrez directement votre petit lexique dans votre boîte mail. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!